Bonjour à tous. Alors, mesdames, messieurs, alors monsieur le préfet, madame le préfet des TAF, monsieur le président du parc de Guadeloupe, monsieur le président du conseil général. Je ne vous connais pas tous, alors j'ai un petit peu de mal, ils ne m'ont pas préparé la liste. Donc, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci d'être venus et surtout, on est réunis pas pour faire la fête, mais pour fêter un événement. On est ensemble parce que la liste verte de l'UICN, qui est un label de bonne gouvernance, de bonne gestion des espaces protégés, qui est un standard mondial que nous avons mis en place au niveau de l'UICN depuis 2013, eh bien, cette liste verte nous apporte de très bonnes nouvelles, puisque la France, aujourd'hui, compte le plus grand nombre de sites labellisés, de sites lauréats. En 2013, il y a eu la création du groupe de travail au comité français de l'UICN. Ce groupe de travail, constitué de 12 experts, a été présidé brillamment par Jean-Philippe Siblet, qui prendra la parole ensuite et désignera les lauréats. Nous avons eu 5 sites inscrits en phase pilote et qui ont été lauréats. On a eu 9 nouvelles candidatures en 2018. Sur ces 9 nouvelles candidatures, on a eu 5 sites qui ont été inscrits, lauréats, et puis on a eu 4 sites en attente, mais qui ne devraient pas tarder à avoir, je dirais, le label, puisque les attentes sont dues à un problème plus administratif et technique qu'à un problème de fond. Et cette année, nous représentons 8 nouvelles candidatures en 2019. Donc la France, en 5 ans, est bien le premier pays au monde à avoir le nombre de sites lauréats. Donc c'est pour nous une satisfaction, parce que nous avions choisi au départ des sites d'espaces protégés de tout type, qu'ils soient départementaux ou qu'ils soient de protection nationale avec plusieurs types. Et donc, on peut se féliciter si en France, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, et je vous en remercie. Donc, je vais passer la parole à James Hardcastle, donc, qui représente l'UICN, et il y a carrément la grande marche, et qui va nous parler de la liste verte. Merci beaucoup, merci bien. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse bien parce que je parle français bien pour les conversations, mais pour quelque chose de plus technique, je manque le vocabulaire, je manque un peu de les formes correctes. Je m'excuse si je parle en anglais. Et après, on a la réception. Si vous avez les questions, on peut parler un peu plus de conversation en français. Mais si vous me permettez, je vais continuer en anglais. C'est bien? OK. Donc ça, c'est la célébration de liste rouge, non? The red list. No, this is not what we're here for, but it's very important for me to show where IUCN, where the conservation community has come from. Threat, extinction, zero, last chance, degradation, doom. This has really been, for many years, the red list now 50 years of IUCN, this has been our message. You know, we're in trouble, we need help, you need to save. It's focusing very much on the negative and on the problems. And this is important, we need to defend. But if you look on the right at the top, before, IUCN also had a red list of aires protégées, la liste rouge des aires protégées, in the 1980s. For 2 or 3 years, they keep a list of the terrible protected areas, not working, you're not good, you're terrible, disaster, catastrophe. And it was not very popular. And then quietly it disappeared. Because what we really need is not more dead list, red list. We need something more inspirational. And people do say that we are seeing success. It's not all bad. We need to also look at what is working, why it is working, how it is working. And so
already we can see, for example, the coverage of protected areas globally in the last few years, since 2010, is increasing. And in France has been contributing a lot, especially on the marine side, but it is increasing. And you can see here, 2017 and the aim by 2020, the percentage to 15%, 16%, it's very good. So this is something positive. So it's not all red list. We have some green, we have some positives. But this slide, I just want to focus on 2018. This is where we are. So we have many protected areas worldwide, but the quality of these protected areas is not as good as it should be. If we think of all these protected areas, less than 25% are managed to a level that is satisfactory, that is good, that is acceptable, especially for public spaces, for our environment, for nature. It should be much better. We should be looking to 2030 to have more than 50% that is excellent or good. And this is the rationale for the Green List. This is what we want with the Green List. We want to shine the light on the good examples to help inspire, to help motivate, and to help increase the percentage of effective protected areas. And so the Green List is global, and it is a list of the world's best performing sites. And we're trying to infuse over time some brand, some visibility to support good work where it is happening, to recognize successful nature conservation at a global level. But we build on the local success, the local context. What you are doing in France, what you are doing in Terre Australe, what you are doing in Guadeloupe, this is successful, this should be recognized and promoted. That's what we want to see. So global list, but with local context, local success. Many of you are familiar with the standard. It's very simple. You can see on the left, just 4 components. Very easy. Good governance, good design and planning, good management, and those 3 will give you successful conservation results normally. But the Green List will really ask the question, are you delivering good conservation? And so far, yes. We have a real strong interest, 35 or more jurisdictions. So from California down to Tasmania, from Chile all the way to Japan, we're working with different countries. And we're working on a jurisdiction basis. So France is one of our leading jurisdictions, and there's many more signing up. France is the most important partner in the Green List. France has been, since 2012, 2013, the lead partner. Without the French partnership, we would not have a Green List. We'd still have maybe a red list or no list. And just 2 weeks ago, at the United Nations Biodiversity Conference, we saw the impact of our work, we saw a celebration, and we saw commitment. We have now more than 300 sites globally working towards the standard. And you don't fail. You mentioned before in France 9 sites. You have 14 sites in France. You have 14 strong candidates under evaluation. Some are successful now, the others are successful and will be recognized very shortly. Because we invest in the French experts to decide what is successful, and we validate that decision. And that validation can take some time, but it is the decision-making is invested in you, not with us in Switzerland. So we have the 15 new sites. Our total is now 40 sites, of which 25% of the best protected areas in the world are French. So in France, key partner since 2013. I know you have over 30 candidates, more coming. Keep them coming. And I really would like to see France encouraging other countries, such as Madagascar. We saw also Senegal, we have Benin, we have Algeria, Tunisia, Lebanon, Vietnam. There are many French countries, French-speaking, French culturally connected countries also working on the Green List. So don't think just this French success is for France. This is really a window into influencing global successful conservation. And
a significant country where we are leading. We have an opportunity from France, in France, to take the message to China because of the significant event in 2020. China is a country that has seized the green list. They like the green list. They want recognition. They want to do the right thing. And I think this is an opportunity for all of us to bring the message, the success from partner countries like France to China, to work with them to define what success looks like. And on the path to 2020, we have an event also in France, in Marseille, in June next year. And we want to really build this solutions narrative, a green list theme to the event in Marseille. I like football. I'm Australian, but I like soccer, football. And there's one guy called Marcelo Bielsa, you may know. He's also used to work in Marseille. And his quote is from football. It's very serious, you know, football conservation's the same. He said, when we focus only on survival, so this idea of the threat, the red list, you know, we must act now, we must save, we must survive, then we forget some very important elements. And in football, you forget fair play, you know, penalties and so on. But also for conservation, if we just focus too much on the immediate, we miss something. And we lose the spirit and we lose confidence. And we need to take the example maybe of El Loco, Marcelo Bielsa, bring something to Marseille. And I look forward to seeing you all there and to working with you on the journey to Marseille. So just to finish, this is, you can read yourself in French. The message from our Director General, Inga Anderson. She's a huge fan of the Green List. She is also a huge fan of our collaboration with France, and she personally approved us to say a very warm congratulations, thank you to all the sites who participated, to all the successful sites who will be recognized today, and for the others who will be recognized very shortly as well. So thank you very much, and merci. Madame la préfète des terres australes et antarctiques françaises, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille au Musée de l'Homme, qui peut-être pour certains, vous ne le savez pas, est un établissement du Muséum national d'histoire naturelle, pour participer à cette cérémonie de remise des diplômes Liste verte. En tant que président du groupe d'experts Liste verte pour la France, je suis particulièrement fier que notre pays, avec 10 sites labellisés, mais comme l'a dit James dans son discours introductif, en fait 14, et 4 seront prochainement labellisés, que la France soit le pays le plus représenté parmi les sites labellisés au plan mondial. Ceci reflète l'engagement du comité français de l'UICN depuis l'origine de ce projet, c'est-à-dire depuis plus de 5 ans. Nous avons activement participé à l'élaboration des standards internationaux et à leur adaptation au contexte national. Il a également fallu définir une stratégie pour faire émerger des candidatures. Nous n'avons pas souhaité que la liste verte soit le wouzou des espaces protégés français, ce qui aurait pu se concevoir. Mais au contraire, nous avons souhaité que tous les sites puissent avoir leur chance. Et donc les sites qui vont être honorés ce soir et leurs gestionnaires sont le reflet de ce choix stratégique. Ils ont des diversités de taille, du plus petit, le Marais d'Épisy, jusqu'au plus vaste, la réserve des terres australes françaises, de diversité de statuts de protection, des protections de type contractuel comme des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, des réserves naturelles nationales, des espaces naturels sensibles. Et puis évidemment une diversité dans la répartition géographique, des sites métropolitains, des sites ultramarins, des sites marins, des sites terrestres. Donc, je pense que là, on a atteint un objectif qui a été affiché au départ. Et puis, aussi, très important, une diversité de gestionnaires. Des gestionnaires publics, des gestionnaires privés, des groupements d'intérêt public, des collectivités. Enfin, je pense que l'ensemble des partenaires sont représentés dans cette première liste. Par ailleurs, nous souhaitons que l'attribution de ce label ne soit pas une fin en soi.
Ce label doit être pour un encouragement pour les espaces qui vont être récompensés ce soir, un encouragement à poursuivre leur chemin vers l'excellence et attirer, par leur exemple, d'autres espaces protégés qui pourraient leur emboîter le pas. Il doit aussi le permettre, à partir des dossiers qui ont été constitués pour les dossiers de candidature, de définir des indicateurs d'évaluation de leur gestion. On l'a vu par exemple notamment avec les parcs marins qui se sont montrés très intéressés pour essayer de encore mieux évaluer la qualité et l'efficience de leur gestion. Malgré son jeune âge, la liste verte est d'ores et déjà un franc succès. On a pu s'en rendre compte à Sharm el-Sheikh lors de l'événement mondial cette fois-ci. Son rôle pour la valorisation des espaces protégés comme des outils pertinents et modernes de conservation de la biodiversité est particulièrement important. C'est aussi un moyen de communication positif, comme le disait James dans son introduction, à la différence d'autres outils plus anxiogènes. Et comme vous avez pu le voir, pour l'avenir, les projets sont nombreux et on vous en parlera un peu plus tard dans cette cérémonie. Donc il me reste maintenant à remercier tous ceux qui se sont mobilisés sur son dossier. Au premier titre, évidemment, le comité français de l'UICN, son président Bernard Cressens, son directeur Sébastien Moncor et tous les personnels qui ont travaillé sur ce dossier. Il y en a beaucoup dans la salle, ils m'excuseront de ne pas tous les citer, mais ils savent que je reconnais tout à fait leur travail. Je souhaiterais adresser un remerciement particulier et amical à Thierry Lefebvre, qui est la véritable cheville ouvrière de ce projet, sans le travail duquel rien n'aurait été possible. Je souhaite aussi évidemment remercier les membres du comité d'experts français qui ont joué un rôle tout à fait capital dans cette affaire et dont la compétence et la disponibilité aux différentes étapes de ce projet ont été essentielles pour atteindre les objectifs espérés. Il faut savoir que l'inconvénient d'être pilote et d'être pionnier, c'est que parfois on essuie un peu les plâtres. Et je dois dire que les membres du comité ont accepté avec bonne humeur parfois les incertitudes et les avancées diverses du dossier. James peut en témoigner. Et enfin, je voudrais surtout remercier les gestionnaires des espaces qui se sont inscrits dans cette démarche et qui ont consacré une énergie et une motivation importante pour faire œuvre de pionnier. Ce n'était pas forcément évident pour eux, notamment pour les 5 premiers qui avaient déjà bénéficié d'une première inscription. Et je souhaite les remercier vraiment très sincèrement. Et il me reste donc à vous souhaiter une bonne cérémonie. Alors, qui c'est qui les appelle là? Vas-y, peut-être pas là. Il est arrivé? Non, je pense pas. Pas encore. On aura peut-être un message de Monsieur l'ambassadeur délégué à l'environnement. On va simplement continuer notre présentation, donc l'ouverture de cette cérémonie. Je vais vous faire un très bref rappel en fait de notre passage à la COP 14 de la CDB, donc à Sharm el-Sheikh en Égypte. Comme vous le savez, donc, nous avons plus de 15 sites actuellement inscrits cette année sur la liste verte des espaces protégés. Et donc, il y a une cérémonie qui a été organisée le 24 novembre en Égypte, près de Sharm el-Sheikh, dans le parc national Ras Mohammed, qui est connu peut-être de certains d'entre vous pour être un spot de plongée sous-marine absolument exceptionnel. Et cette cérémonie a rassemblé environ 250 participants dans une tente bédouine en plein milieu du désert. Cérémonie qui a été inaugurée par la secrétaire générale de la Convention sur la diversité biologique, Madame Christina Palmer, puis ensuite par Madame Yasmine Fouad, qui est ministre de l'Environnement du gouvernement égyptien, en présence de délégations de différents pays. Vous voyez ici la délégation libanaise qui a reçu donc son diplôme liste verte, et Jean-Philippe Siblet qui a reçu les diplômes français, très très nombreux, du chat. Il a oublié le carton. C'est vrai. Donc effectivement, la liste verte a connu, vous l'avez constaté, un déploiement international très très rapide. On est parti de très loin en 2014 avec 8 pays pilotes, dont la France. Alors certains pays européens étaient déjà très engagés, comme l'Italie, l'Espagne, la Chine, à travers un certain nombre de sites inscrits pendant cette première phase. Vous voyez ici donc l'Espagne. Et puis cette année, en fait, en 2018, on a aujourd'hui plus de 30 juridictions, 35 au total,
à l'échelle internationale sur l'ensemble des continents, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Donc c'est vraiment un déploiement extrêmement rapide dans l'espace de quelques années, extrêmement intéressant. Ça montre aussi l'investissement des gestionnaires et des différents pays concernés dans cette nouvelle initiative qui déclenche un véritable engouement. Alors, en ce qui concerne les nouveaux pays qui ont rejoint l'initiative en dehors des pays pilotes de 2014, vous avez la Côte d'Ivoire, le Kenya. Vous voyez ici effectivement les sites Natura 2000 également qui sont testés actuellement jusqu'en 2019 au titre de la liste verte. Un certain nombre de pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, des pays de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et notamment beaucoup de pays francophones. On y reviendra tout à l'heure. Et avec ces 15 sites lauréats qui ont fait l'objet de cette cérémonie internationale. Et aujourd'hui, donc, nous venons vers vous pour faire le relais de ce moment important. Donc, juste pour vous faire un bref panorama des sites qui ont été labellisés à cette occasion. Donc, en Égypte, le parc national dans lequel nous avons été reçus pour la cérémonie internationale, Ras Mohammed, que vous voyez ici en photo, et le Wadi Al-Hitan, donc une autre réserve. Ensuite, la Jordanie, qui a elle aussi vu 2 sites classés sur la liste verte cette année, dont la réserve zones humides Azra, qui est située à peu près au centre du pays. Un site kényan qui avait déjà été labellisé en 2014 et qui se voit à nouveau décerner la liste verte cette année, qui est un conservatoire communautaire, donc géré par les communautés autochtones du Kenya. En l'occurrence, ce sont les Maasai. Au Liban, alors un très gros travail qui a été fourni au cours de l'année 2017-2018 pour l'inscription de la réserve naturelle du Chouf, qui est une réserve extrêmement importante à l'échelle nationale, très iconique et emblématique, puisqu'elle abrite une des dernières forêts relictuelles des cèdres du Liban, pour certains millénaires. Et ensuite le Mexique, qui a vu reconnaître une zone marine, l'archipel Espiritu Santo. Le parc national Cordillera Azul au Pérou, et une réserve communale également gérée donc dans la zone amazonienne par des populations locales et autochtones. Un site Ramsar a été classé aux Émirats arabes unis, donc on était effectivement dans une région où de nombreux États ont vu une reconnaissance de la liste verte, et bien sûr la France qui a fait l'objet d'un certain nombre de reconnaissances. Alors nous avons 5 sites pilotes en 2014 qui se voient renouveler ou prolonger leur label liste verte, vous les voyez ici sur cette carte, et les nouveaux lauréats pour 2018 que nous allons célébrer tous avec vous aujourd'hui. On va commencer maintenant avec le Parc national de la Guadeloupe. Ferdi Louisi. Allez, président. Allez-y, photo. Ouais. Tu me fais la photo un par un? Oui, un par un. C'est comme tu veux, viens, tu viens. On va dire un petit mot. Allez. Et donc je peux parler d'une petite présentation de 3 minutes. D'accord. Ah, tu vas faire ta pub. Si, il faut faire la pub. Mais on est entre nous, donc ça ira vite. Monsieur le Président, Monsieur le délégué de l'UICN, c'est avec Madame la Préfète, c'est avec beaucoup de fierté que le Parc national de la Guadeloupe a bénéficié de la reconnaissance pour la 2e fois du label Liste verte délivré par l'UICN. En effet, en 2014, nous faisions partie des espaces protégés pionniers pour tester la méthodologie de ce label. Le Parc national de la Guadeloupe, qui a été créé en 1989, est composé depuis la loi de 2006 de 10 espaces terrestres et marins classés en cœur de parc national, d'une aire maritime adjacente et d'une aire optimale d'adhésion. Outre la qualité de ces espaces naturels, c'est également la gouvernance du parc national qui a été saluée avec cette reconnaissance. Notre parc est en effet géré par une équipe de 80 agents, administré par un conseil d'administration composé par 51% d'élus du territoire qui participent ainsi à sa protection. Le conseil d'administration est assisté de 2 instances consultatives qui sont le conseil scientifique,
le Conseil économique, social et culturel. La charte de territoire du parc a été approuvée en Conseil d'État en 2014 après une concertation de plus de 3 ans avec les acteurs de territoire. Enfin, de cette même année, 76% des communes composant l'aire d'adhésion ont signé la charte du parc national. Cela décrit donc les objectifs à atteindre et les moyens dédiés à leur réalisation. Dans chaque collectivité, un élu référent chargé d'animer la mise en œuvre de la charte a été identifié. Depuis 2018, les parcs nationaux sont rattachés à l'Agence française pour la biodiversité, dont je suis le vice-président, et en Guadeloupe, un projet de création d'une agence régionale de la biodiversité portée par la région Guadeloupe, le conseil régional, est en cours. Ça s'est fait vendredi dernier, donc c'est tout frais en termes d'actualité. Le parc national sera alors un nouvel interlocuteur sur les questions de biodiversité du territoire qui, nous l'espérons, seront de plus en plus prises en compte. La gouvernance de notre établissement, de par sa structure, mais également par le caractère partenarial de ses actions, peut être qualifiée de partagée avec les parties prenantes. Elle fait une large place aux acteurs du territoire et notamment aux collectivités territoriales représentées par leurs élus. L'inscription sur la liste verte de l'UICN gratifie d'une part la diversité exceptionnelle du territoire de la Guadeloupe et d'autre part la gouvernance qui a été mise en place par le parc national. En outre, ce label est un excellent support promotionnel qui rejaillira sur l'image de tout l'archipel guadeloupéen, ce qu'on appelle les îles de Guadeloupe, et permettra d'attirer de nombreux visiteurs amateurs de découverte d'espaces protégés. Cela permettra, nous l'espérons également, de prendre conscience de l'attrait et de l'intérêt de leur préservation. Votre distinction nous honore, notre qualité de gestionnaire, elle participe également à la valorisation de l'archipel de la Guadeloupe et du mode de vie de tous les Guadeloupéens. Elle nous pousse aussi, en tant que gestionnaire, à continuer notre action vers l'excellence afin d'offrir une meilleure protection à nos espaces naturels. Ce label est une reconnaissance de notre travail et une invitation à toujours faire mieux pour notre territoire, notre planète et notre biodiversité. Merci. Très bien, nous allons passer maintenant au prochain site, donc à savoir le Parc national des Pyrénées. Oui. C'est pas la peine de le charger. Comme ça, s'il veut dire son nom. Merci. Madame la préfète, monsieur le président et vous tous, mes chers amis, en vos grades et qualités, le 11 décembre, c'est une date importante pour nous puisque c'est la date à laquelle nous renouvelons cette liste verte de l'UICN. C'est aussi l'anniversaire de la création de l'UNICEF. J'ai découvert ça ce matin et c'est vrai que le 11 décembre 1946, le Fonds des Nations Unies a créé l'UNICEF et ça se met vraiment, ça s'accorde bien avec ce que nous faisons parce que ce que nous faisons aussi sur nos territoires, dans toutes nos aires de la liste verte, c'est de l'éducation. Et de tout ce que font nos espaces protégés, c'est de la protection et aussi de l'éducation. Et dans un lien avec l'UNICEF, je trouvais que c'était quelque chose qui était sympathique à noter. Et puis ce qui était sympathique, c'est la première photo, quand vous avez annoncé la célébration, c'était la photo du cirque de Gavarnie, pour vous dire que le parc national des Pyrénées, c'est quelque chose qui est lié aussi avec l'Espagne. Nous avons en commun avec nos amis espagnols, et on fait du transfrontalier, quelque chose de commun qui est le patrimoine mondial de l'UNESCO, avec le cirque de Gavarnie et le canyon d'Ordesa et l'espace du Mont Perdu. Ça nous donne une image de l'espace sur lequel nous travaillons. C'est une zone de 100 km de long, sur la frontière, à plus de 1000 mètres d'altitude, entre 1000 et 3300 mètres d'altitude tout le long. Et c'est une zone qui n'est pas facile à gérer, sur 45 000 hectares. Mais surtout,
c'est pas facile à gérer parce qu'il y a des habitants et des élus, comme moi, des petits élus de montagne, qui ont une vision différente de la protection, souvent. Ils s'engagent avec nous au niveau du parc national et nous avons aujourd'hui 64 communes du parc national des Pyrénées qui ont signé notre charte. Et je pense, j'espère, que c'est grâce à ça que nous validons une certaine gouvernance parce que ça n'a pas été facile d'engager tous les élus locaux dans une démarche qui est née pourtant il y a plus de 50 ans. En 1967, c'était le 3e parc à être créé, le parc national des Pyrénées. Et pour nous, c'est essentiel d'avoir cet ancrage territorial, comme a parlé Ferdi, qu'il y a dans tous les parcs nationaux depuis la loi de 2006. Je voudrais évoquer avec vous, je vais être très court, mais les axes sur lesquels nous travaillons, et en particulier, nous avons 5 axes. Un, l'amélioration du cadre de vie. Le second, c'est encourager l'excellence environnementale. Nous avons un plan climat, et c'est la façon moderne de parler aussi de la protection de l'environnement, parce que, je l'ai dit souvent, je l'ai dit au ministère à plusieurs reprises, la défense contre le réchauffement climatique, c'est pas seulement au niveau de la mer, c'est aussi en altitude. Et cette ligne de front en altitude, avec la gestion de nos glaciers, c'est très très important pour la faune sauvage de nos espaces. Il y a un plan climat et aussi quelque chose qui est un petit peu spécial et dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la réserve internationale de ciel étoilé que nous avons au pic du Midi de Bigorre et qui nous permet de maintenir des trames sombres tout autour du parc national et sur lequel nous nous associons avec enthousiasme. Et sur cet axe 2, un dernier point rapide, c'est l'action marque Esprit Parc National. C'est quelque chose qui a été lancé par le président Hollande en 2015. Et cette marque Esprit Parc National nous permet de lier les acteurs du territoire, les acteurs économiques, avec un certain esprit et un certain comportement. Il y a un cahier des charges très important pour les hébergeurs qui veulent faire partie du parc national. Et ça nous permet donc de faire la promotion et de valoriser les actions pour protection de l'environnement. Et je dois saluer l'action en particulier de notre CESC dans ce domaine. Et puis, je ne peux pas vous parler du parc national des Pyrénées sans vous parler de réintroduction. Pas celle de l'ours, parce que ce n'est pas le parc qui la gère. Nous gérons les individus en les protégeant, mais celle du bouquetin, qui est un programme emblématique qui a bien réussi depuis quelques années. Nous avons réintroduit 100 bouquetins dans le parc national des Pyrénées. Ils sont aujourd'hui 160 avec de nombreuses naissances et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Enfin, ce que je voulais saluer, c'était l'action remarquable du conseil scientifique du parc national des Pyrénées et son président Jean-Paul Métayer. Et puis en plus, j'ai l'avantage d'avoir un membre du conseil scientifique puisque Jean-Philippe Ciblet fait partie de notre conseil scientifique. Et nous avons réussi à avoir une stratégie scientifique validée avec quelques années de travail et avoir fait un bilan qui était assez positif de cette action. Enfin, je voudrais revenir sur le territoire du parc national. Je n'ai pas fait l'énumération au début, mais c'est 500 espèces vertébrées, 50 000 invertébrés, 3 500 espèces florales. Et tout ça, nous sommes très fiers de continuer ce travail avec votre aide. Je voulais surtout dire que le travail de Madame Claudie Housseau, qui est venue, qui est votre experte UICN, qui est venue travailler avec nous, on l'a accueillie, on a passé 2 jours avec elle, on a eu des représentants de l'agriculture, des représentants des élus, etc., qui ont montré que cette démarche, nous en sommes très fiers, et nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir validé cette liste verte. Je vous remercie à toutes et à tous. Voilà. Merci bien. Vous êtes sûrement dedans. Merci. Il est dedans. Très bien, on se rapproche maintenant de la région parisienne avec l'espace naturel sensible d'Épizy qui avait déjà été labellisé en 2014 et qui se voit à nouveau inscrit sur la liste verte. Il y a un speech à dire aussi. Madame la préfète, monsieur le président, chers amis, c'est un grand bonheur
pour l'ancien président du conseil départemental de Seine-et-Marne, aujourd'hui député, de voir que notre marais d'Épisy est à nouveau sur la liste verte de l'UICN. C'est un bonheur parce que lorsque j'avais pris mes fonctions, dans l'esprit de mon prédécesseur, j'avais dit la Seine-et-Marne, ça doit être le poumon vert de l'Île-de-France grâce à ces sites exceptionnels et aux surfaces naturelles. Parmi ces surfaces naturelles, il y a naturellement les espaces naturels sensibles, dont celui d'Épisy. Pour nous, Seine-et-Marnais, Épisy, c'est à la fois un lieu, une volonté et des hommes. Le lieu, c'est ce magnifique espace de marais tourbeux, de prairies humides, de tourbières, avec des espèces menacées comme la pigrièche écorcheur, par exemple, qu'on voit assez régulièrement dans ce marais. Et donc, c'est un lieu magique que l'on a plaisir à voir et à apprécier. C'est une volonté parce que le département de Seine-et-Marne a décidé depuis de nombreuses années et a renforcé cet effort depuis 2016 avec près de 14 millions d'investissements, de dépenses, dont 7 millions d'investissements, de s'engager dans les espaces naturels sensibles avec 22 espaces naturels sensibles que nous essayons de promouvoir. Et puis enfin, ce sont des hommes. Et j'apprécie beaucoup ce que disait Monsieur Siblet tout à l'heure, c'est qu'on ne doit pas seulement être dans la protection, mais faire en sorte que ces espaces naturels soient vivants. À Épisy, nous avons fait le choix qu'il soit partiellement ouvert au public. C'est donc un lieu local, un lieu de vie locale. Il est ouvert au public grâce à toute une équipe départementale très motivée autour de ce parc, et je salue les agents du département qui sont ici parmi nous. Sans eux, ça ne se ferait pas. C'est aussi grâce à la population locale et grâce aux élus locaux, sachant que ce marais appartenait d'abord à la commune, qu'il a ensuite cédé à notre département. Donc voilà, nous sommes très heureux qu'Épisy figure sur cette liste. Et puis, Monsieur Siblet, vous le disiez tout à l'heure, être sur la liste verte, ça n'est pas un but, c'est un point de départ. Donc ça nous encourage encore plus à faire en sorte que notre Seine-et-Marne et Épisy soient un des poumons verts de notre territoire. Merci. Merci beaucoup. Bien, nous poursuivons avec la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls qui, là aussi, avait été inscrite sur la liste verte en 2014 et qui se voit à nouveau labellisée cette année. Alors, bonjour à tous. La réserve marine Cerbère-Banyuls est très honorée de pouvoir figurer à nouveau sur cette liste verte de l'UICN. Cette récompense est le fruit d'un long travail débuté il y a 40 ans déjà. Au début des années 70, notre Méditerranée était déjà menacée. Pression de pêche, développement du tourisme et de ses activités, la pollution également. Donc, à l'issue d'un rapport de l'Observatoire océanologique de Banyuls, avec qui nous travaillons en partenariat, justifiait la création d'une réserve biologique. La première réserve exclusivement marine de France était née il y a de ça 44 ans, le 26 février 1974. D'une superficie de 650 hectares, très modeste, elle est située dans les Pyrénées-Orientales, au pied du massif des Alberts, sur la côte catalane. Elle s'étire sur 7 km de linéaire côtier entre les communes de Cerbère et de Banyuls. Elle est gérée depuis 1977 par le département des Pyrénées-Orientales. Donc à ce titre, je profite pour excuser Hermeline Malherbe, la présidente du département, ainsi que son premier vice-président en charge de la mer et littoral, Michel Molly. Donc, comme vous le savez, l'objectif d'une réserve est de garantir la protection et la diversité des espèces animales et végétales, mais également du milieu dans lequel elles vivent. Cela ne signifie pas la mise sous cloche de ce territoire,
La présence de l'homme est réglementée en conciliant au mieux la protection et l'utilisation de l'espace. Depuis notre première labellisation sur la liste verte en 2014, la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnous a continué à évoluer. Désigné site pilote par Réserve naturelle de France pour la rédaction de notre 3e plan de gestion, nous avons travaillé en concertation avec les usagers pour faire évoluer les différentes réglementations concernant la pêche de loisirs, la pêche professionnelle et les adapter aux nouvelles pratiques. Aujourd'hui, la réserve marine est devenue un espace où toutes les activités cohabitent dans le respect de l'environnement, mais également un laboratoire à ciel ouvert pour nos scientifiques. À titre d'exemple, là où il ne restait qu'une quinzaine de mérous, qui est une espèce, un poisson qui est protégé, dans les années 80, nous en avons recensé plus de 600 en 2017. Figurer parmi les 10 sites labellisés est un honneur pour nous. Cette nouvelle distinction est une reconnaissance mondiale pour la réserve et le département des Pyrénées-Orientales, car elle consacre la qualité de sa gestion, ainsi que l'importance accordée à la participation des acteurs locaux. Elle confirme tous les efforts fournis et les résultats obtenus en faveur de la conservation de la nature depuis 40 ans. Mais rassurez-vous, compte tenu de la fragilité de notre planète, nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à la préserver. Pour conclure, je tenais à profiter à remercier les membres de l'UICN avec qui nous avons pu échanger et tout particulièrement Jean-François Six, qui a été d'une aide précieuse pour notre labellisation. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée. Bien, nous allons maintenant du côté de la Bretagne avec le parc naturel marin d'Iroise qui lui aussi avait été classé pendant la phase pilote. Et donc, félicitations pour votre relabellisation. C'est pas la présidente. Non, désolé. Oui, très rapide. Merci beaucoup. Merci, je vais faire très rapide, parce qu'on m'a demandé de le faire très rapide. Donc, c'est un grand plaisir, hein, merci. Les 27 agents du parc marin d'Iroise et les 48 membres du conseil de gestion vous remercie tous pour ce renouvellement. Nous sommes donc ravis aussi que la mer soit bien représentée. On a 5 espaces marins, en particulier les terres australes, les collègues de Cerbère-Bagnous. Donc tout ça, ça montre bien que la biodiversité marine est très importante en France et qu'on représente pas mal de sites et de façades des mers et des océans de notre pays. Alors nous accueillons aussi de notre petit bout d'Atlantique Nord-Est, 300 km de côte le long des côtes bretonnes, ce renouvellement avec humilité parce que faut rien lâcher. De toute façon, les critères de la liste verte ne nous permettent pas de lâcher quoi que ce soit. Alors c'est tant mieux parce que ça tire le label vers le haut. C'est comme ça que nous le vivons et c'est comme ça que nous pourrons nous en servir aussi de cette liste verte. On s'en servir au mieux pour défendre nos actions de gestion et des fois aussi les justifier. Donc c'est tout à fait important pour nous. Nous n'oublions pas non plus notre responsabilité s'agissant d'un label international. L'objectif de défendre sous toutes les latitudes et tous les climats dans un contexte de changement qui ne nous facilite pas les choses. En matière de conservation, c'est pas évident de s'y retrouver dans tous ces changements. Donc merci à la liste verte. Merci de votre aide pour nous avoir attribué ce label que nous espérons donc défendre au mieux. Et donc on vous dit à dans 5 ans. Voilà. Saluera ta présidente. Merci, merci beaucoup. Autre parc marin, cette fois-ci un parc qui se trouve en Méditerranée, celui de la Côte Bleue, donc, qui se voit décerner la liste verte pour la première fois, donc, suite à cette candidature. Alors la Côte Bleue, c'est effectivement à côté de Marseille, mais vous allez le deviner avec mon accent. Je suis, je crois, le premier à avoir une cravate verte, il me semble.
Pour commencer, je voudrais excuser M. Gabi Charroux, le maire de Martigues, président du parc marin de la Côte-Bleue, qui voulait être présent aujourd'hui. Je voudrais remercier l'équipe de l'UICN France pour tout l'accompagnement qui nous a été fourni dans cette candidature, et notamment les encouragements de Jean-Philippe Ciblet qui ont été très précieux. A priori, il n'était pas gagné qu'une structure très atypique comme le parc marin de la Côte-Bleue puisse postuler à cette démarche. C'est donc une chance qui nous a été offerte de pouvoir présenter notre candidature. Et c'est une expérience très enrichissante que de se situer par rapport à des standards internationaux. Le parc marin de la Côte-Bleue, c'est au départ en 1983 une expérimentation bien incertaine, orientée vers la valorisation et la gestion des ressources de la pêche artisanale avec la participation des collectivités territoriales. Et c'est une expérimentation qui a trouvé les clés de sa durabilité, puis d'une certaine réussite, au fil des relations humaines qui ont été créées, qui ont été nouées. Le parc marin, c'est une co-construction essentiellement avec les pêcheurs professionnels pour la création des 2 zones marines protégées, des 2 réserves, qu'ils ont considérées progressivement comme un élément important de la pérennité de leur activité, au point qu'ils ont eux-mêmes proposé en 1993 la création de la 2e zone, donc de la 2e réserve devant Martigues. Ce sont pourtant 2 zones avec un haut niveau de protection, interdites à tout prélèvement ainsi qu'au mouillage et à la plongée. Le parc marin de la Côte-Bleue, c'est aussi des habitants concernés avec la création dès 1985 des classes de mer, de façon à ce que tous les enfants scolarisés sur la Côte-Bleue puissent en bénéficier. Ce sont maintenant plusieurs générations qui ont accédé à cette découverte de leur territoire. C'est aussi une petite équipe, actuellement de 6 personnes sur le terrain, présente pour la surveillance en mer et qui est impliquée dans des suivis scientifiques qui constituent maintenant des séries d'observations à long terme, dont certains ont plus de 20 ans. Et c'est enfin des élus de tous bords qui se sont engagés à plusieurs reprises, et dernièrement en 2016, pour s'opposer au projet de dissolution du syndicat mixte dans la métropole Aix-Marseille-Provence, qui était prévu par la loi NOTRe, qui impliquait la perte d'une gouvernance locale et directe. Un autre facteur indispensable à cette expérience, ça a été la réponse du milieu marin aux mesures de protection. La nature n'a pas été avare pour manifester des effets incontestables et relativement rapides dans les réserves, avec des poissons plus gros, plus nombreux et plus faciles à approcher. Ça a été un moteur important de l'adhésion du public et des partenaires, et à titre personnel, une motivation pour continuer dans des moments difficiles. L'inscription sur la liste verte constitue une étape importante pour le parc marin. C'est une démarche qui a nécessité un investissement non négligeable et dont nous tiendrons compte dans le prochain plan de gestion. Enfin, en termes de pérennité et d'image, cette inscription représente un atout important dans la période de resserrement des crédits publics actuels et de bouleversement des compétences des collectivités territoriales que nous vivons actuellement. Je vous remercie. Bien, nous poursuivons avec les nouvelles candidatures qui se sont exprimées et ont abouti à une labellisation cette année. Donc, le parc naturel régional des Vosges du Nord. Monsieur Bruyard, Madame l'Hospitalière. Bien, donc Éric Bruyat, je suis le directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux, mais ancien directeur du parc naturel régional des Vosges du Nord, d'où ma présence aujourd'hui. Et j'ai eu le bonheur de monter le dossier de candidature à la liste verte. D'abord, je voudrais vous dire un grand merci d'avoir pensé aux parcs naturels régionaux qui sont souvent qualifiés du petit cousin dans la grande famille des aires protégées. Parce que le challenge n'était pas maigre, je crois que ça doit être une première mondiale du coup. J'ai vu, voilà, c'est en tout cas une première nationale.
Le challenge n'était pas maigre parce que les Vosges du Nord est assez symbolique de ce qu'est un parc naturel régional avec des enjeux de biodiversité énormes, mais sur un territoire qui ne compte finalement que 0,5% de sa surface qui est protégée par mesures réglementaires. Donc moi, quand j'ai accepté ce challenge, c'était vraiment dans l'idée de faire valoir la manière dont nous voyons et nous percevons la question de la biodiversité et la manière dont nous travaillons dessus sur le reste de l'espace. Parce qu'on le sait tous, les aires protégées remplissent un rôle énorme, mais il faut aussi se soucier de ce qu'il y a autour. Donc la candidature, je tiens à le dire, elle a vraiment porté sur l'intégralité du territoire. À l'origine, je voulais qu'on se focalise sur l'espace forestier qui fait déjà 70 000 hectares dans les Vosges du Nord, donc c'est déjà un grand espace. Mais finalement, l'UICN a proposé qu'on couvre la totalité du territoire classé et je crois que ça a été une bonne idée. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que finalement, dans cet espace qui n'est pas protégé par la réglementation, la concertation n'est pas qu'un moyen, c'est presque notre seul outil. On n'a pas beaucoup d'autres dispositifs à notre disposition pour faire évoluer les mentalités et mettre en place des mesures de gestion adaptées. Donc du coup, nous, dans les parcs naturels régionaux, la concertation, c'est notre quotidien. Je me souviens, quand on a fait la visite avec Bernard Delay, notamment, que je salue au passage, je me souviens de débats assez intéressants et enflammés avec nos partenaires sur le territoire, notamment l'ONF. Mais du coup, c'est aussi ça, la candidature à la liste verte, c'est aussi un moment pour faire un peu le point avec nos partenaires, parce que c'est eux qui font la gestion au quotidien. Donc voilà, très heureux d'avoir appliqué ces 17 critères, même si on sentait qu'ils n'étaient pas tout à fait toujours adaptés à la gestion, enfin à appréhender ce type d'espace-là. Ça a quand même été extrêmement intéressant. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me semble important, c'est que les parcs naturels régionaux sont des territoires sur lesquels la concertation, ce n'est pas prendre les gens par la main et les accompagner comme on peut le faire parfois sur les espaces protégés. Dans les parcs naturels régionaux, le challenge, c'est vraiment donner les manettes aux personnes qui sont en responsabilité. C'est parfois difficile pour nous, du coup, de faire valoir les résultats, d'expliquer en quoi nous sommes capables de faire progresser les choses. Et du coup, la liste verte a aussi contribué à ça. Donc notre travail, c'est vraiment l'appropriation, c'est l'engagement, les valeurs que le territoire porte lui-même, le sens qu'il y a derrière notre projet, le partage. Et j'avais toujours tendance à dire, au final, on essaie de déclencher un sentiment de fierté des habitants de ces territoires, parce que la fierté, c'est le premier moteur de protection et de préservation. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier pour cette grande première. Moi, je suis moi-même un peu ému aussi, parce que je quitte un territoire que j'aime beaucoup, mais j'ai d'autres missions au niveau national maintenant à remplir. Et bien sûr, de remercier le comité, tout spécialement Monsieur Lefebvre et sa collaboratrice, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui nous a vraiment accompagnés quasiment au jour le jour, et de temps en temps qui nous a aidés à remplir les critères, parce que, bon, vous savez tous aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est parfois un peu fastidieux, ce type de candidature. Et bien sûr, pour finir, je tiens aussi à remercier les partenaires locaux, parce que c'est eux qui font la réussite du parc au quotidien. Je voudrais juste finir en disant, je suis venu vous dire qu'on est le petit cousin, j'aimerais bien qu'on change ce vocabulaire qui est parfois utilisé, on est grand frère ou grande sœur ou petite sœur ou petit frère, c'est vous qui décidez, mais c'est comme dans une famille, il y en a qui embrassent une carrière d'ingénieur, il y en a qui embrassent une carrière d'artiste. On en a un très bel exemple à l'extérieur avec Salgado. Les artistes aussi sont capables de faire changer la vision sur le monde. Voilà, je vous remercie. Eric. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons demandé au gestionnaire lauréat de porter un petit signe de couleur verte. Merci à chacun d'avoir joué le jeu. Donc on va continuer avec la réserve naturelle nationale des terres australes françaises. Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus et directeurs des parcs nationaux et réserves naturelles. Je suis très émue moi-même ce soir puisque c'est ma première sortie officielle, si j'ose dire, en tant que préfète administrative supérieure des terres australes et antarctiques françaises, puisque j'ai pris mes fonctions officiellement le 19 novembre à Saint-Pierre-de-la-Réunion et je suis donc absolument ravie et très honorée de prendre la parole devant vous ce soir, même si mon expérience est encore un peu courte. Et je suis très très heureuse que le travail de toute l'équipe des terres australes et antarctiques françaises soit salué ce soir. Et je voudrais tout particulièrement remercier Cédric Marteau, que vous connaissez tous, qui a mené
à la fois la création de la réserve naturelle et ensuite toute cette candidature à la liste verte de l'UICN. Et toute cette équipe fait un travail exceptionnel. Donc merci beaucoup Cédric. Pour nous, évidemment, c'est un grand plaisir. Tout le monde l'a dit ce soir, c'est un honneur. C'est aussi une exigence, comme je crois que beaucoup de mes prédécesseurs l'ont dit. C'est un classement important pour les TAF. C'est un classement d'envergure internationale et cela met en exergue la qualité, l'exemplarité de la gestion. C'est une réserve atypique, évidemment, puisque nous n'avons pas à négocier avec les habitants, ou très peu. Ils sont assez silencieux, finalement, même s'ils font du bruit. Nous n'avons pas d'élus locaux, ce qui peut être aussi plus facile. Puisque je suis l'administrateur, donc je me gère toute seule, enfin ou presque. Mais nous avons 673 000 km² qui sont classés en réserve naturelle nationale, dont 120 000 km² en zone de protection intégrale. Donc vous imaginez que c'est un défi quotidien. Et la gestion de cet espace, évidemment, ne peut être assurée par les TAF seuls. Donc, je vais remercier nos partenaires. Et d'abord, en tout premier lieu, l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, qui coordonne toute l'activité scientifique qui s'exerce sur le périmètre de la réserve et qui offre à la France, par sa présence dans nos territoires depuis plus de 50 ans, une position de leader dans le domaine de la recherche subantarctique. Je pense également au service de l'action de l'État en mer, donc la Marine nationale, le CROSS, l'ADM-SOI, qui assure une surveillance permanente de cette zone économique exclusive. Il y a évidemment les membres du comité de l'environnement polaire qui nous tiennent lieu de conseil scientifique de la réserve. Je salue le président Jean-Philippe Ciblet ici présent. Le comité consultatif de la réserve, dont le président est là ce soir. Merci Claude Bachelard d'être parmi nous. Et qui nous aide à la fois en nous donnant des conseils et bien évidemment en portant les TAF auprès des autorités publiques françaises. C'est un défi car il s'agit de pouvoir répondre à des enjeux majeurs de conservation, non seulement du fait des particularités écologiques de ces terres australes, mais également parce que les pressions, malgré tout, qui pèsent sur ces territoires sont fortes. La lutte contre les espèces invasives introduites, je ne vous parlerai pas des chats, des rats et de tout le reste, mais c'est absolument passionnant quand on s'y penche. Il y avait aussi les moutons, il y a les rennes. Nous avons une très belle colonie de rennes au Kerguelen, c'est ça. Voilà, mais ceux-là, on ne les touche pas encore. Nous avons l'encadrement des activités humaines, c'est-à-dire les activités qui sont sur nos bases. Évidemment, la présence de l'homme amène la gestion des déchets, des pollutions que nous pouvons amener. Et ça, c'est un point aussi pour nous très important. La surveillance de nos eaux pour lutter contre la pêche illégale ou le pillage des ressources, qui sont autant d'actions qui sont menées au quotidien par les équipes de terrain et qui dressent les contours du nouveau plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle. Cette labellisation est donc pour nous une source de motivation supplémentaire pour atteindre et maintenir, bien entendu, des standards élevés de gestion et une opportunité, je crois, pour mes équipes de pouvoir échanger avec vous, tout le monde, les autres sites sur des exemples de gestion réussie. Nous voulons saluer également, je veux saluer ce soir aussi le travail des chercheurs, bien entendu, qui travaillent, mais aussi des pêcheurs, à l'instar de mon collègue à Martigues, impliquer les pêcheurs français, les armements français, qui pêchent essentiellement un poisson qui s'appelle la légine, qu'on voit peu en France, mais qui est délicieux, je vous l'assure. Et nous les avons progressivement amenés à travailler avec nous et à leur faire prendre conscience de la richesse qu'ils exploitent avec nous et de la nécessité d'avoir une exploitation durable. J'ai appris aujourd'hui que dans les années 90, nous négocions, à l'époque, des accords de pêche avec l'Ukraine. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, tout cela est bien fini. Nous n'avons que des armements français, respectueux, avec des critères extrêmement forts. Et grâce au travail du Muséum d'histoire naturelle dans la fixation des TAC,
des totaux admissibles de capture, nous avons à peu près réussi à récupérer 60% de la biomasse. Et nous espérons continuer à récupérer les 20% suivants si les orques ne les mangent pas tous avant, puisque c'est notre nouveau problème. Et j'espère, nous avons discuté avec Monsieur le secrétaire général tout à l'heure, qui nous parlait de leur intention de travailler main dans la main avec le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'espère donc, comme vous le savez, nous sommes candidats à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et j'espère qu'en 2019, nous pourrons célébrer une autre bonne nouvelle que nous partagerons avec vous, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Félicitations. C'est toujours bien de commencer par des choses agréables. Voilà. C'est toujours mieux. Merci. Bien, nous poursuivons avec notre 9e site labellisé, à savoir la réserve nationale de chasse et de faune sauvage Orlu. Je t'en prie. Nirmala. Eh oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup au nom de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu. Alors, on parlait tout à l'heure de petits cousins, mais je pense que les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, c'est même plus le petit cousin, c'est le membre de la famille que personne ne connaît. Donc, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de représenter l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour recevoir ce label de la liste verte. Alors, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, il y en a 10 en France, dont 8 sont gérées par notre établissement. Et une des particularités fortes de ces réserves, ce qui est un petit peu dans leur ADN, outre bien sûr la conservation et la protection de la nature, et en particulier de la faune, c'est de contribuer à la connaissance, notamment par des recherches et des expérimentations. Et la réserve d'Orlu, qui est située dans les Pyrénées ariégeoises, n'y fait pas exception, puisque, outre le fait qu'elle abrite un grand nombre d'espèces endémiques et emblématiques de faune et de flore, elle contribue à la connaissance d'un certain nombre de ces espèces, et cela en partenariat fort avec les acteurs locaux, avec les collectivités, pour contribuer globalement à une meilleure gestion et une meilleure conservation de la faune et de ses habitats au sein des espaces protégés, mais aussi plus généralement dans tous les espaces naturels. Alors, si vous me permettez de citer quelques exemples, nous avons par exemple depuis maintenant près de 30 ans des travaux sur l'isard, une espèce emblématique des Pyrénées, qui subit des épidémies de pestivirose qui entraînent des fluctuations très importantes dans ces populations. Et les travaux conduits sur la réserve, à la fois avec les chasseurs, mais aussi avec les agriculteurs et les éleveurs, puisque c'est une maladie partagée avec le bétail, ont permis de mieux comprendre ces fluctuations et de proposer des mesures de gestion pour permettre la conservation de l'espèce. Des travaux sont également menés sur le grand tétras, autre espèce hautement emblématique des Pyrénées, qui, en partenariat avec l'Office national des forêts notamment, nous éclaire sur une sylviculture qui soit plus propice à la conservation de cette espèce. On peut également citer le dessement des Pyrénées, encore une espèce très emblématique et endémique de cette région. Et là, c'est avec le Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées, qui devient Occitanie d'ailleurs, que nous travaillons dans le cadre d'un programme live sur cette espèce. Et donc, c'est vraiment une dynamique très, très intéressante et utile à la conservation, qui mobilise également les collectivités locales, qui profitent de la réserve également comme un attrait fort pour le tourisme. Et il est remarquable de noter que les guides et accompagnateurs qui emmènent les touristes sur la réserve contribuent activement aux travaux de connaissance, de suivi et de recherche, et par cette science participative, peuvent aussi s'en faire l'écho auprès des gens
qu'ils emmènent. Alors je ne serai pas beaucoup plus longue. Je pense aussi que cette labellisation va permettre à la fois de faire connaître ces réserves nationales de chasse et de faune sauvage, à l'heure où notre établissement va, avec l'Agence française pour la biodiversité, fonder un nouvel établissement, l'Office français pour la biodiversité. Nul doute qu'une telle reconnaissance est un atout important pour la mise en place de ce futur établissement. Et pour finir, je voudrais vraiment remercier et rendre hommage à mes collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, en particulier David Lafitte, Pierre Menot et Philippe Xérida, qui ont beaucoup œuvré pour la mise en place du label. Et bien entendu, remercier le comité français de l'UICN, tant les salariés que les experts qui nous ont accompagnés sur ce processus long et passionnant que nous sommes heureux de voir aboutir aujourd'hui. Je vous remercie. Et donc, nous allons terminer avec notre 10e lauréat français, à savoir la réserve biologique intégrale Bois du Loc. 10 lauréats français, vous imaginez à quel point ça a pu donner le tournis aux participants de la cérémonie internationale. Donc, nous accueillons Monsieur Falcon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, j'avais pas lu les petites lignes du contrat et donc je n'ai pas respecté le dress code, sinon je serais venu en vert, qui est la tenue de l'ONF. Donc voilà, je suis en sombre. Voilà, écoutez, un grand merci au comité français d'avoir désigné ce label de liste verte, enfin cette distinction à cette réserve biologique. Je veux dire quelques mots. Alors, on parlait de parents méconnus. Alors là, c'est des parents même plus méconnus, c'est-à-dire que c'est assez peu connu du grand public. Les réserves biologiques, c'est un statut de protection qui est propre aux forêts publiques, lié au régime forestier qui s'applique aux forêts publiques de l'État, aux forêts des collectivités, qui représentent 10% du territoire métropolitain, et également en Guyane, aux Antilles et à La Réunion. Alors, on a un réseau qui est déjà très ancien. Fontainebleau, c'est 1950. Et on a actuellement environ 250 réserves biologiques, des petites, des moyennes, des grandes. Là, on va vous parler pas d'une très grande, mais une très originale. Le réseau couvre environ 150 000 hectares et il a été un peu plus affirmé lors de la dernière loi biodiversité. On a deux types de réserves, des réserves dites dirigées, c'est notre vocable pour dire c'est des réserves dans lesquelles on fait des actes de gestion conservatoire, soit pour des espèces, soit pour des habitats. Et le deuxième, alors ça, c'est la catégorie 4 de l'UICN, m'a-t-on dit. Et les réserves biologiques intégrales, où là, la philosophie, c'est de laisser les peuplements, les milieux, les écosystèmes en libre évolution. Et donc, ça fait aussi écho aux réserves historiques, artistiques de Fontainebleau, qui ont généré après d'autres petits dans le réseau des réserves biologiques intégrales. Alors, là, la réserve biologique intégrale du Bois de Loc, elle est très originale. Alors, elle est sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. C'est la forêt domaniale de Landévennec. Elle a été créée en 2004. Alors, ce n'est pas la plus remarquable. Elle n'est pas d'une taille énorme. Elle a 70 hectares. Mais elle est représentative des milieux forestiers. Et surtout, le milieu forestier qui la caractérise, c'est de la hêtraie chaînée atlantique, voire hyperatlantique. C'est-à-dire que si on va un peu plus à l'ouest, on tombe dans l'eau. Et après, la prochaine réserve biologique, c'est la Guadeloupe. Donc, on est quand même... boisé. Vous avez beaucoup de forêts ? J'achète, c'est bon. On gère aussi Saint-Pierre-et-Miquelon avec des formations un peu rases. Voilà. Donc, une de ses caractéristiques, c'est aussi qu'elle est donc mise en libre évolution. Alors, c'est une forêt ancienne. Pourquoi ancienne ? Parce qu'elle existe depuis de mémoire d'homme. En revanche, elle n'a pas un degré de naturalité encore très prononcé. Donc, c'est une forêt de plaine, accessible, et jusqu'il y a 70 ans, on y faisait encore de l'exploitation. Mais on a quand même un recul de 70 ans de cette libre évolution. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Encore une fois, je remercie l'UICN d'avoir inclus ce type de réserve. C'est quand même une reconnaissance du travail effectué par l'Office et surtout mon collègue Nicolas Drapier qui consacre énormément d'énergie depuis beaucoup d'années pour faire valoir et reconnaître et gérer le réseau de réserves biologiques. Je vous remercie. Merci, un superbe livre. Merci.
Bien, je voudrais juste faire une petite mention rapide sur les candidatures qui nous attendent pour 2019 et notamment mentionner le fait que certains candidats poursuivent leur travail avec la perspective, on l'espère, positive pour 2019, à savoir le Parc national des Écrins qui s'est engagé il y a quelque temps et que nous espérons voir inscrit sur la liste verte très prochainement. De même pour la réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon et les réserves biologiques dirigées d'Orschfeld et Champ du Feu qui se situent toutes deux en Alsace. Donc, une petite mention également faite aux prochaines candidatures, donc des sites que se sont engagés pour 2019 et 2020, à savoir les espaces naturels sensibles de la vallée de l'Essonne, donc un réseau d'espaces naturels sensibles qui font, c'est la première fois, une série, une candidature sérielle. Il n'y a pas pour l'instant d'exemples similaires à l'échelle internationale. Donc on innove effectivement et on a à cœur de trouver de nouveaux angles, de nouvelles perspectives de candidature. Il en va de même pour les réserves naturelles nationales de la vallée du Mont-Blanc, donc qui sont gérées par le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, Asters, qui candidate pour 6 réserves naturelles nationales. Et puis la réserve naturelle de la montagne Sainte-Victoire, en lien avec le département des Bouches-du-Rhône. Et nous espérons bien sûr que ce n'est qu'un commencement et que d'autres sites nous rejoindront au cours des prochains mois. Un très rapide point avant de conclure et de passer la parole à Monsieur l'ambassadeur. Vous parlez de ce réseau francophone dont il a été rapidement question tout à l'heure. C'est vrai que, en plus de constituer une reconnaissance internationale que vous avez pu donc comprendre, la liste verte rassemble aussi une communauté à la fois d'experts et de gestionnaires qui s'engagent tous pour améliorer les performances des aires protégées. Les sites lauréats, bien évidemment, partagent cette même responsabilité puisqu'ils ont obtenu cette reconnaissance internationale de guider les autres sites vers cette excellence de la gestion et de la gouvernance. Et cette communauté que nous essayons de constituer avec vous au quotidien, c'est bien évidemment aussi pour nous l'important, c'est qu'elle dépasse nos frontières nationales. Ça a été dit tout à l'heure par James Starkastle. Et c'est pourquoi, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons mis en place un réseau francophone de la liste verte auquel vous êtes tous, en tant que site lauréat et experts également impliqués dans la liste verte, membres à part entière. Ce réseau, il a plusieurs vocations. Bien évidemment, c'est de promouvoir la liste verte dans nos différents pays, puisque nous avons la langue française en partage. Eh bien, ça va nous faciliter la communication autour de cette initiative et de nos succès. C'est aussi de mettre en œuvre des groupes d'experts. Tous les pays n'en sont pas dotés dans l'espace francophone et nous y travaillerons. Bien évidemment aussi préparer une nouvelle candidature. On a vocation à créer cette génération de sites labellisés liste verte dans l'espace francophone. Eh bien, le point qui nous concerne très directement, c'est de faciliter l'échange d'expériences et la formation au sein de ces réseaux pour améliorer la performance de l'ensemble des espaces protégés à l'échelle de la francophonie. Et un dernier point qui sera très rapidement mis en œuvre à travers notamment le Congrès mondial de la nature, c'est de valoriser ces sites labellisés à l'échelle internationale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce réseau a été constitué il y a peu de temps. En fait, il a été lancé à partir du mois d'octobre et il constitue aujourd'hui et rassemble 16 nationalités et plus de 70 experts et gestionnaires. Vous êtes tous invités à le rejoindre. Alors, vous avez ici la liste des pays qui en font partie. Au-delà de la France, c'est beaucoup de pays africains, notamment donc la Centrafrique, le Bénin, le Maroc, l'ensemble des pays du Maghreb, en fait, la Côte d'Ivoire, la RDC. Et puis également le Canada, et on ne le voit pas très bien, mais la Suisse a rejoint également ce réseau francophone que nous allons faire vivre. Donc en plus d'obtenir cette labellisation internationale, il faut bien que vous compreniez aussi que vous faites partie de cette communauté vivante que nous allons contribuer à animer avec vous pour continuer à améliorer la qualité de gestion et de l'ensemble, bien évidemment, des espaces protégés. Alors, nous avons un certain nombre de priorités qui ont été définies par ce groupe de travail et vous le voyez ici, ce qui va nous concerner au premier chef pour les prochaines années, c'est éventuellement en premier lieu l'échange de bonnes pratiques, d'expériences, c'est ce qui est attendu par la plupart des membres de ce groupe. Je rappelle à la fois des experts et des gestionnaires. On travaillera aussi sur un certain nombre d'outils de communication et le développement d'un certain nombre de guides qui permettront à chacun à la fois de s'engager dans la liste verte et de partager ses expériences. On envisage notamment des systèmes de compagnonnage de site à site, ce qui constitue véritablement une plus-value de ce réseau liste verte.
Voilà, sans plus tarder, je voulais également vous remercier tous aussi présents, les gestionnaires, les experts du groupe national, nos partenaires et tous les participants ici présents, et ceux qui n'ont pas pu venir et que nous tenons également à remercier pour leur implication. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur l'ambassadeur, que nous remercions d'être aujourd'hui parmi nous, et surtout de nous faire l'honneur de sa première intervention publique depuis sa nomination, qui est intervenue hier, je crois. Bienvenue, merci. Écoutez, effectivement, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de votre incroyable réactivité, parce que j'ai été effectivement nommé la semaine dernière et j'ai pris mes fonctions hier, et vous m'invitez aujourd'hui. Donc c'est un grand professionnalisme que je veux saluer. Vous dire que c'est une grande fierté pour moi. Alors, Madame la préfète disait qu'elle avait sa première intervention ce soir. Nous partageons ce privilège d'être ce soir devant le comité français de l'UICN pour intervenir la première fois. Pour moi, c'est un grand honneur, parce que, puis une fierté d'être là ce soir, parce que pour une première intervention, être au comité français de l'UICN, c'est évidemment pour moi quelque chose de sympathique, parce que je me retrouve parmi, disons-le, alors je ne serai pas encore tout à fait, je vais forcément progressivement m'habituer à un langage plus diplomatique, mais nous sommes entre militants, et je suis un militant pour ma part depuis de longues années, et je dois dire que je vais tenter de le rester tout au long de ma mission. Vous dire que je suis ravi aussi de découvrir, et je serai aussi ravi de vous revoir rapidement pour faire mieux connaissance et connaître mieux votre travail. Ravi de découvrir cette labellisation des listes vertes. J'ai, encore il y a quelques semaines, partagé avec d'autres amis un engagement sur les grands singes. J'ai essayé de sensibiliser l'opinion publique avec d'autres partenaires du monde de l'art, du monde économique, du monde politique à cette grande cause. Et je veux dire qu'il y a un point que j'ai noté dans ce qui a été dit aujourd'hui par certains, c'est qu'il est important dans la préservation des habitats de toujours être dans la concertation et dans l'association des populations et des acteurs locaux. Je le constatais encore récemment au Sénégal, les populations locales qui vivent aux côtés de grands singes, ils vivent depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas eux qui sont responsables de la détérioration des habitats, c'est bien autre chose, c'est des choses bien plus complexes, et je crois que c'est important de travailler avec eux. Et dans une logique de labellisation, puisque c'est bien le sujet, labelliser, donner une valeur à des territoires reconnus par des critères internationaux, c'est évidemment aussi une valorisation d'un territoire qui peut devenir fier de son patrimoine, parce que le patrimoine naturel, c'est un patrimoine qui est de l'or et qui peut rapporter gros, si je puis dire, d'une certaine manière, de tous les points de vue, d'un point de vue évidemment peut-être souvent bassement pécunier, mais aussi d'un point de vue moral, d'un point de vue des valeurs que nous partageons tous. Et je crois que c'est important de féliciter les organisations et les acteurs locaux qui se mobilisent pour la préservation de leur territoire. J'ai d'ailleurs immédiatement pris dans les fonctions qui sont les miennes maintenant la connaissance de la stratégie nationale contre la déforestation importée, qui va être un des grands sujets que nous allons porter dans les prochaines années. La France va être moteur et locomotive sur cette stratégie qui est évidemment très importante symboliquement, puisque comment ne pas considérer et constater que, bien évidemment, les pays développés que nous sommes, nous avons une responsabilité très grande dans la détérioration des habitats, et que de ce point de vue-là, évidemment, nous avons, par une stratégie responsable sur nos importations, à faire en sorte que nous agissions concrètement sur nos responsabilités. Je le disais aussi dans le travail que j'ai fait encore récemment sur la sensibilisation sur les grands singes, qui est un symbole, bien sûr. Il ne s'agit pas de ne penser qu'à eux, mais le symbole d'espèces chapeaux, d'espèces aussi qui touchent l'opinion publique. Nous avons un rôle, vous, nous, tous les acteurs qui sont engagés sur ce terrain-là, de mobiliser encore davantage les opinions publiques. Parce que sans l'opinion publique,
il n'y a pas une victoire. On peut espérer beaucoup des prochains rendez-vous, mais si l'opinion publique n'est pas mobilisée sur les enjeux de la biodiversité et de l'érosion de la biodiversité, nous serons démunis pour faire pression face à tous les enjeux considérables qui sont devant nous. Je veux dire également que dans l'engagement qui est celui de la France et que je représente dorénavant à l'échelle internationale, je veux saluer également des prises de position qui sont nouvelles, ou en tout cas qui sont fortes d'un grand pays comme la France, qui est notamment de vouloir faire le lien entre la question du climat et la question de la biodiversité. Je crois qu'on l'a trop souvent séparé, c'est une évidence, ces deux enjeux. Or, il y a, je le disais encore hier à des directions du ministère, il y a trop souvent des frictions entre ces deux sujets. Il s'agit maintenant de les concevoir ensemble, de les travailler ensemble, et c'est bien les messages qui ont été adressés par le précédent ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire et l'actuel ministre qui a repris ce flambeau, qui est de faire en sorte que la biodiversité devienne un sujet au moins aussi important que les questions climatiques à l'échelle nationale et internationale. Et de ce point de vue-là, je veux saluer le fait que nous sommes dorénavant tous engagés dans le processus qui est devant nous. On a plusieurs rendez-vous et la France sera très présente dans les rendez-vous sur la question de la biodiversité dans les mois qui viennent. On en a enfin je ne vais pas tous les citer, mais on en a plusieurs qui sont devant nous. On a un rendez-vous sur... en avril prochain, qui va être la session plénière de l'IPBES qui va dévoiler sa synthèse de l'état de la biodiversité de la planète. Alors c'est un rapport, honnêtement, qu'on va un peu craindre, parce qu'on peut deviner qu'ils ne vont pas forcément nous annoncer de bonnes nouvelles, mais à l'image, puisque je veux faire le lien avec la question du climat, à l'image de ce qu'a fait le GIEC pendant des années, qui était d'alerter sur la situation du climat, eh bien nous faisons aujourd'hui avec l'IPBES, je pense, quelque chose qui va être de l'ordre de l'alerte vis-à-vis de l'opinion publique sur l'état de la biodiversité. Et cette alerte a vocation à faire monter en puissance la question de la biodiversité. Alors la France va jouer un rôle locomotive. On accueille donc chez nous la session de l'IPBES. On va également, sous l'égide de la présidence française du G7, porter la question de la biodiversité au G7, parce que c'est très important de porter les questions de biodiversité dans ce qu'on appelle des conférences des parties que vous connaissez tous, dédiées, avec des sujets qui sont où on ne parle que de ça, mais c'est également important, et peut-être d'une plus grande importance encore, de porter ces sujets dans les vrais lieux de pouvoir internationaux que sont précisément les rendez-vous des grandes puissances mondiales que sont le G7. Et là, la France a décidé de mettre la question de la biodiversité à l'ordre du jour du G7. C'est aussi une grande première qu'il faut saluer. Bien sûr, tout cela a vocation à préparer le grand rendez-vous de Pékin en 2020, la conférence des parties qui va devoir permettre à la communauté internationale de repartir dans des engagements forts dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité, avec un exemple, avec une volonté de suivre l'exemple du succès de la COP21 sur le climat. Là encore, les liens sont faits, avec la bonne nouvelle qui a été annoncée récemment à l'issue de la COP à Sharm el-Sheikh, qui était de dire qu'il fallait reprendre la bonne idée de la COP21, de l'agenda de l'action, et qui va permettre, au-delà des États, à toute une série d'organisations étatiques et non étatiques, mais principalement non étatiques, des collectivités locales que vous représentez pour certains d'entre vous, des ONG, des acteurs du monde de l'entreprise, qui vont pouvoir faire des alliances pour avancer en parallèle des négociations de l'État, des États. Je crois que c'est très important qu'on ait engagé ce processus-là, qui a été très porteur pour la COP21, qui pourrait, pour le climat, et qui pourrait devenir très porteur pour les enjeux de biodiversité. Et puis évidemment, je ne veux pas oublier le dernier rendez-vous, le dernier rendez-vous, en tout cas le rendez-vous qui ici me paraît important à signaler, à rappeler, c'est évidemment le congrès de l'UICN international qui va se réunir à Marseille en 2020, que nous préparons activement. La gouvernance a été mise en place récemment. Je vais y participer activement avec vous. Et puis je finirai pour vous dire que dans la mission qui est la mienne maintenant, et j'espère qu'on se reverra vite, je veux compter sur vous.
Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous pouvez compter sur nous, et pas toujours avec vigilance et des fois un peu gratte. Mais vous pouvez compter sur nous et nos équipes. Et je dis toujours que j'ai plaisir à travailler au Comité français de l'UICN parce que ça soit dans toutes les commissions où des gens divers travaillent, que ce soit dans l'équipe, on a toujours un état d'esprit qui, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, on cherche à sortir par le haut dans la concertation. Et vous l'avez vu, par exemple, aujourd'hui, tous les sites qui sont cités sont des sites qui ont des statuts totalement différents. Des petits sites, des réserves naturelles, des réserves de chasse, un parc marin On a aujourd'hui en France une diversité, et si on ne s'entend pas sur cette diversité et qu'on ne prend pas les bonnes choses de cette diversité sociologique, culturelle, eh ben, on ne pourra pas défendre la biodiversité. Parce que les diversités, elles se rejoignent. Alors, je vais vous demander à tous les lauréats de remonter sur le podium pour pouvoir faire une photo générale des sites lauréats, afin que vous puissiez avoir une photo de groupe. Vous avez votre photo individuelle, et puis qu'on fasse une photo de groupe. Et merci à tous, et puis bravo à tous, parce que dans vos travaux, chacun dans vos territoires, avec vos compétences, vous démontrez qu'il y a plusieurs voies, plusieurs chemins et plusieurs outils possibles pour vivre ensemble. Alors, allez-y, monsieur l'ambassadeur. On va mettre les dards. Bravo. Voilà. Est-ce que vous arrivez à avoir la totale? Allez, un petit sourire, un grand sourire. Alors, encore merci à tous. Et donc, on vous invite, on est obligé de quitter la salle, on vous invite à venir prendre un pot. Alors, Jean-Philippe. Juste avant de terminer, effectivement, de clore complètement cette cérémonie, on tenait à remercier Jean-Philippe Siblet pour son investissement en tant que président du groupe de travail, sans qui cette initiative ne serait pas là où elle est arrivée aujourd'hui. Oui. Un grand merci. Alors nous vous invitons à un cocktail qui a lieu à l'autre extrémité du bâtiment. Donc vous allez connaître les méandres du Musée de l'Homme pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre. Donc on va vous accompagner bien sûr pour vous éviter de vous perdre dans ce grand bâtiment. Merci à tous et à toutes pour votre participation et à très bientôt.